Rouler en freeze. Rouler en freeze. Pas baisser chalet. Voici des images d'une saisie de drogue que l'armée française nous a envoyée. Lors de cette opération en particulier, une prise assez importante de 4,2 tonnes a été saisie dans les eaux des Caraïbes. Ça paraît beaucoup, mais de nos jours, une saisie aussi importante passe presque inaperçue. La production de cocaïne est en plein essor. Et certains experts avancent que la saturation du marché américain pourrait pousser les trafiquants à étendre leurs opérations transatlantiques. Que ce soit la cause ou simplement une autre conséquence de cette production record, le résultat est le même. Des quantités records de cocaïne arrivent en Europe, et des endroits comme la Martinique sont devenus des étapes clés de la chaîne d'approvisionnement. Ici, la cocaïne ne fait pas que transiter. C'est devenu l'un des moyens les plus rapides de gagner de l'argent dans une économie où l'ancien ordre colonial n'a jamais vraiment disparu. Après des semaines de négociations, l'un des plus grands réseaux de trafiquants de l'île a finalement accepté de nous rencontrer. Les conditions étaient simples, filmer uniquement ce qu'ils approuvaient. Les tensions étaient particulièrement fortes parce que la police procédait à des arrestations à la suite du meurtre évoqué dans le dernier épisode. Nous ne sommes pas là pour entrer en conflit avec la police. C'est pour qu'on puisse régler des comptes, et la police. La police, elle, fait juste son travail. Et on ne pense pas que la police ait de plus grosses armes que nous. Nous avons des armes de guerre. La police travaille avec du 9 mm. Alors regarde, on a d'autres armes si la police veut venir jouer. C'est du 45, une balle, t'es mort. Tu vois, si tu prends une de celles-là dans la tête, ton visage sera foutu. Nos armes ne sont pas faites pour la colis. Mais si la police essaye un jour de se mettre en travers d'un boulot qu'on essaye de faire, ils vont le payer très cher. Le produit que tu fais passer, il va seulement en France ou il va aussi ailleurs? Ça va partout. Il y a plusieurs routes. C'est un tremplin. Il y a des gars qui n'étaient personne hier, qui seront quelqu'un le mois prochain. Ils deviennent quelqu'un le mois prochain grâce à un seul coup. C'est seulement par avion ou il y a d'autres méthodes aussi? Nous travaillons de différentes manières. Nous travaillons de différentes manières. Ouais. De toute évidence, c'était un sujet tabou. Les autorités ont intercepté 117 mules transportant environ 1,6 tonnes de cocaïne via l'aéroport de Martinique en 2024. Mais les enquêteurs pensent que ce n'est qu'une fraction de la cocaïne quittant l'île. La plupart part par la mer, cachée dans des conteneurs ou à bord de petits cargos et bateaux de pêche. Nous ne sommes pas les seuls dans ce business. Il y a des personnes bien placées, des politiciens, qui sont très bien connectés, qui dirigent ce business depuis 50 ans, et ils sont intouchables. Vous voyez, nous sommes sur une île qui est une plaque tournante du trafic de cocaïne. La police est aussi corrompue. Regardez les douaniers qui ont été arrêtés ces dernières années à l'aéroport pour trafic de stupéfiants. Tout le monde veut sa part du gâteau. Parce que la réalité, c'est que le pays est pauvre. Même le policier que tu vois dans la rue est pauvre. Est-ce que c'est presque un acte politique? Ça l'est. Exactement, c'est politique. Quand tu vois des jeunes qui vendent des stupéfiants ou qui essaient de faire... C'est une façon pour eux de trouver le moyen d'acheter des choses comme des produits laitiers ou des couches. Ici, ça vaut plus que de l'argent. Tu comprends? Si tu n'es pas dans le trafic de stupéfiants, on ne peut pas se permettre ça ici. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est aussi une approche politique pour se libérer d'un système. Est-ce que vous vous considérez tous les deux comme français? Sur ma carte d'identité, il est écrit français, mais nous ne sommes pas vraiment français. Nous n'aurons rien de français. Nous n'avons pas les mêmes droits que les Français. On ne nous traite pas comme les Français, on ne mange pas comme eux, on ne paie pas comme eux. Quand on vole, quand on arnaque les gens, quand on vend de la drogue, on est méprisé. On nous voit comme des démons. Et qu'est-ce qu'on dit aux élus qui volent l'argent du peuple? Ce n'est pas l'argent d'une seule personne qu'ils volent. Ils volent à plus de 300 000 habitants, sans demander. Pas qu'à sous ces mounes pour faire buzz. Validé par les vrais et la street. Hypocrite, la Nissa là. Pas garder repéré yo. Style de pute habillé en Before filming, we knocked on just about toutes les portes officielles que nous pouvions trouver. Le préfet, l'armée, la gendarmerie et la police. Nous avons passé des mois à recueillir des réponses polies, d'abord hésitantes, puis finalement négatives. Curieusement, les équipes de télévision françaises ne semblent pas avoir le même problème.
Tout ce que nous avons eu, ce sont quelques images d'archives de leur succès. Nous voulions savoir ce qu'ils faisaient pour faire face à un taux de meurtre qui, par habitant, est presque comparable à celui d'une ville américaine comme Chicago, ainsi que leur réponse aux allégations des trafiquants. Nous n'en avons jamais eu. La Martinique n'est pas pauvre comme beaucoup d'étrangers l'imaginent. Chaque année, la France dépense des milliards d'euros pour ses territoires d'outre-mer, et le secteur public est devenu l'un des principaux employeurs de l'île. De nombreux fonctionnaires reçoivent des généreuses primes d'outre-mer, qui aident à compenser des prix alimentaires environ 40% plus élevés qu'en France métropolitaine. Mais les critiques disent que ce système a créé une fracture entre ceux qui dépendent de l'État français et ceux qui sont exclus d'une économie encore dominée par les descendants d'un groupe d'anciens maîtres esclavagistes. Que cela plaise ou non, pour certains jeunes, le trafic de drogue est devenu une voie alternative vers l'argent, l'influence et le statut. Et puisque les autorités françaises n'étaient pas intéressées à nous parler de tout cela, nous nous sommes tournés vers le professeur Cédric Audebert de l'Université des Antilles. Il a passé l'après-midi à nous faire visiter certains des sites les plus historiques de l'île, nous donnant un cours accéléré sur la façon dont la Martinique est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. C'est un espace très symbolique, c'est le site d'une épave d'un navire négrier qui transportait des esclaves arrivant d'Afrique. Il y a certains aspects de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui que l'on ne peut comprendre que si l'on regarde en arrière, vers l'histoire de l'esclavage. La vie des Martiniquais s'est construite dans le cadre des plantations, les années 50, 60 et 70. Ainsi, au cours de ces 30 années, nous avons assisté à l'effondrement définitif du système des plantations. On nous a proposé 3 choses. La première, c'était l'émigration. La deuxième chose était la substitution du système des plantations par l'emploi public en Martinique. Et la troisième chose qui a été proposée, c'était la mise en place d'une société de consommation, ce qui n'a pas été accompagné par la mise en place d'un système capable de fournir de l'emploi à la population. Et le trafic de drogue devient une opportunité pour certains de ces jeunes pour accéder à cette société de consommation tristement célèbre dont nous parlions auparavant. Et ainsi, le cercle est bouclé. Cela devient également un problème pour les structures politiques et les structures étatiques. Le phénomène de la corruption affecte différentes strates. Donc, quand vous offrez 100 000 € ou 150 000 €, certaines personnes peuvent être tentées par cela, donc certains dockers, certains employés de compagnies maritimes transatlantiques, au niveau de certains employés du port, au niveau des greffiers, au niveau de la police, des douanes, le risque existe. Des personnes qui pourraient potentiellement être impactées, j'insiste bien sûr potentiellement, par cette corruption. En tout cas, ce sont des personnes qui sont approchées, ça c'est sûr. Et à tous les niveaux de l'administration et des institutions locales. Et donc, c'est un danger pour la démocratie. La Martinique est un petit pays et tout le monde sait tout. Le monde du trafic de drogue et de la violence armée ici est devenu tellement mythifié que même Netflix en a fait une série. Mais derrière cette image, il y a de vraies personnes, de vraies peines de prison et de vraies conséquences. Jay Kevlar est l'un des plus grands artistes de trap de la Martinique. Et une grande partie de ce dont il rappe vient de son expérience. Nous l'avons rencontré en studio alors qu'il travaillait sur son prochain morceau. Ça parle de la rue, ça parle de ce qu'on vit au quotidien, ça parle de la misère, ça parle de la violence dans la rue. C'est de ça que parle la chanson que je viens d'écrire. Mais yo pas ni vécu, yo pas ni foi et m'en convaincu. FG yo 2 ans garde à vue, même l'OPG qui est au conseil yo des langues bien pendues. Imbécile la double et comprendre nous qu'a fait jam. Ça qu'a décapsulé qu'on en canette et tête les plate con galette. Eh bien, j'ai fait plusieurs séjours en prison, j'en ai fait pas mal. J'en ai fait vraiment beaucoup. Ma première fois, c'était en 2009. Et la dernière fois, c'était en 2024. Un jour, j'aimerais avoir un terrain, avoir une grande maison, que toutes les entreprises que j'ai lancées fonctionnent bien. C'est tout. Et que mes enfants aient un avenir. Quand je ne serai plus là, c'est mon rêve. Nous ne faisons pas ça pour nous-mêmes, nous le faisons pour la prochaine génération. Nous essayons de trouver notre chemin. Malgré tout.
Pour certains, c'est ça réussir. Une villa de luxe, une piscine avec vue sur les Caraïbes et un massage avant de monter sur scène devant le public d'un carnaval à guichet fermé. Voici X-Man, l'une des plus grandes stars du dancehall en Martinique. Il a grandi à Terre Sainte, qui reste l'un des quartiers les plus difficiles de l'île. Depuis là où il se trouve aujourd'hui, nous voulions savoir à quoi ressemblait vraiment son enfance là-bas. Merci beaucoup. Quand on arrive à s'en sortir, c'est pas très facile. C'est le seul quartier en Martinique où il y a en même temps de la violence, du trafic, de la prostitution. Quand j'ai un peu grandi, que je me suis un peu posé et que j'ai regardé en arrière, je me suis dit c'était vraiment fou. Première histoire, j'allais au collège, je traverse une rue et au milieu de la rue, il y avait deux gars qui se battaient. Ou plutôt, un gars qui frappait l'autre gars au sol avec une barre de fer. Et il l'a tué. Il l'a tué en le frappant à la tête avec une barre de fer, devant moi, à 4 ou 5 mètres de moi. Et j'ai tout vu, du début de la bagarre jusqu'à la fin. Quand j'étais là-bas, j'avais pas vraiment de rêve. Je pense que le seul rêve que j'avais, c'était le même que tout le monde. Gagner beaucoup d'argent et acheter des motos et tout ça. C'était tout. Nos rêves étaient très limités. Et c'est l'un des gros problèmes pour les jeunes de l'île, c'est que les jeunes de l'île, dans leur esprit, ils n'ont aucun espoir. Nous avons toujours un profond sentiment que l'abolition de l'esclavage était plutôt une stratégie pour nous garder sur l'île et continuer à nous exploiter. Le calcul est vite fait. Tu es mon employé, je te paie, mais si tu veux manger, tu achètes chez moi. Si nous devons considérer que nous sommes en guerre et que nous devons mener nos batailles et être les vainqueurs de notre guerre, au final, c'est normal qu'on aille chercher notre argent illégalement. Est-ce que quelqu'un leur dit « Frère, tu peux y arriver, je te promets que tu peux y arriver », tout ce que tu as à faire, c'est rester concentré. Qui leur dit ça? Mon travail, c'est de permettre aux gens d'échapper à ces pensées négatives. Surtout que ce que je fais est très festif. Pour moi, c'est ça mon métier. Maintenant, il y a des gens, on va aux urnes pour voter pour eux. On y va et on vote pour eux, on espère qu'ils vont changer la société et qu'ils vont aider les jeunes. C'est leur boulot. Ils sont où, frère? Une fois élus, on ne les revoit plus jamais. Bienvenue en Martinique. À la fin de notre reportage, le trafic de cocaïne semblait moins être l'histoire principale qu'un symptôme de quelque chose de bien plus ancien. Bien que la Martinique ait profondément changé, les échos de son passé colonial continuent de façonner le présent. Le trafic n'offre aucun véritable avenir, mais pour certains, c'est devenu la meilleure option dans un système profondément brisé.